Roland Gori, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation sur la chaîne Écologie Rationnelle. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, je me permets de vous présenter. Vous êtes professeur émérite de psychologie et de psychopathologie clinique à l'université Aix-Marseille. Et vous venez de sortir un livre que j'ai lu, qui m'a tout de suite donné envie de vous interviewer. Vous l'avez intitulé « Et si l'effondrement avait déjà eu lieu ?» Votre posture m'a intrigué et me suis dit que ce serait précieux pour ceux qui suivent notre chaîne d'Esprit Critique sur l'écologie d'avoir votre regard sur ces sujets. Donc d'abord, un grand merci de nous accorder ce moment. Pour que la suite de la conversation soit plus claire, on va commencer par quelle est votre définition de l'effondrement ? Y a-t-il un effondrement ou des effondrements ? Écoutez, ma thèse, c'est qu'il y a essentiellement un effondrement, qui est l'effondrement de notre capacité de penser le monde, de nous penser nous-mêmes et de penser les autres. C'est-à-dire, si vous voulez, il peut y avoir des effondrements. Bien sûr, il y a des effondrements, on le voit bien aujourd'hui, écologiques, sanitaires, sociaux, économiques, politiques, mais finalement, ce sont les dérivés, pour moi, d'un effondrement principal qui est la perte de substance de notre esprit dans sa capacité à répondre aux défis, aux exigences contemporaines. Est-ce que cette idée d'effondrement, elle est neuve ? Est-ce qu'elle est récente dans l'histoire ou il y en a finalement ? Non, bien sûr. Vous savez bien que de tout temps, on a prévu l'apocalypse. Simplement, disons que je pense qu'aujourd'hui, nous sommes face à quelque chose de neuf qui a été remarqué, souligné à plusieurs reprises, qui est un peu aujourd'hui dans tous les médias. C'est-à-dire, nous sommes passés à l'ère de l'anthropocène. Alors, vous savez bien, c'est le moment où nous quittons en quelque sorte la possibilité de restituer à la planète ce que nous lui prélevons, c'est-à-dire nous ne lui laissons pas le temps de se reconstituer. Donc je crois qu'il y a des discours écologiques qui sont tout à fait importants et estimables parce qu'ils mettent en évidence à partir d'un certain nombre d'indicateurs qui ne sont pas nouveaux, puisque, comme vous le savez, le rapport des époux Minot, le rapport de Rome date des années 1972, je crois, enfin des années 70, et il n'a pas été démenti. Enfin, leur modélisation mathématique de l'évolution de la planète, c'est-à-dire de l'évolution des ressources et de leur consommation par des populations de plus en plus nombreuses, n'ont pas été démenties, parce qu'ils ont ensuite réactualisé et republié leurs chiffres en 2004. Ils avaient tout à fait raison. Mais si vous voulez, pour moi, le problème, il n'est pas là. C'est-à-dire qu'en gros, pour aller vite, je pense que de tout temps, il y a eu un discours apocalyptique qui était d'ailleurs, je dirais, validé, accrédité par des événements, comme par exemple la peste à Athènes en 423 ou 24 avant Jésus-Christ. Thucydide rapporte juste l'état de chaos social, de désordre, d'anomie qu'il peut constater. De la même manière, vous pouvez prendre d'autres moments dans l'Empire romain, au moment de la peste antonine, de la peste justinienne, où vous avez également tous ces désordres sociaux qui menacent. Et ensuite, on va aller très vite, mais ensuite, n'est-ce pas, vous pouvez prendre effectivement le XIVe siècle, et vous avez bien sûr, ces discours apocalyptiques, ces discours millénaristes, d'une certaine manière, on s'attend à une échéance terrible. Mais la différence qui est remarquée à plusieurs reprises, et notamment par un historien que j'aime beaucoup et que je cite dans mon livre, qui est Irénée Marou, la différence, c'est que les anciens considéraient que de toute façon, la catastrophe était inévitable, puisque le monde que nous connaissions, que ce soit avec le code platonicien du monde des idées, le monde concret n'étant que la dégénérescence pour aller vite, ou la décadence du monde des idées, ou que ce soit avec la doctrine chrétienne, c'est tout à fait normal que ce monde qui était imparfait aille en quelque sorte, si vous voulez, à sa chute, à son déclin et à sa disparition. La différence avec les modernes, et ça c'est un point très important, la différence avec les modernes, c'est que cette idée d'une chute ou d'un déclin
ou voire d'une disparition du monde est insupportable, puisque le principe fondateur, je dirais, de la modernité, c'est la croyance du progrès comme étant l'espoir qui vient en quelque sorte supporter cette discordance des temps qui apparaît au XIXe siècle entre le présent, le passé et le futur. Bon, je vais reprendre la définition que donne Baudelaire du moderne, vous la connaissez, le moderne, c'est le transitoire, le fugitif, le contingent. Et donc, face à cette modernité-là, on va dire que les humains, et en particulier les populations occidentales porteuses du discours des Lumières, porteuses du discours de rationalité, ont considéré que le progrès, l'évolution était ce qui allait faire objection à ce risque de décadence. Le problème, c'est que depuis un certain nombre de décennies, ça ne tient plus, et encore davantage aujourd'hui. Alors, je cite dans l'ouvrage, si vous vous en souvenez sûrement, dès le départ, n'est-ce pas, je prends dans mon livre, non pas pour vous faire de la publicité, puisque vous connaissez l'ouvrage, vous l'avez cité, mais pour donner exactement les détails concrets. Le Monde du 23 janvier 2020, vous voyez, c'était avant la pandémie de Covid quand même. Le Monde du 23 janvier 2020 annonce que l'horloge de l'apocalypse, imaginée dès 1947 par un groupe de scientifiques, vient d'être avancée de 20 secondes. C'est-à-dire que l'échéance de l'apocalypse, vous savez très bien, c'est une espèce d'expérience de pensée mise en place par ce groupe d'experts, où il y a beaucoup de Nobel et autres, n'est-ce pas, et de considérer que le laps de temps qui nous sépare de la catastrophe s'est encore réduit. Pourquoi? Démantèlement des accords internationaux sur les armements, échec des sommets sur le réchauffement climatique, délitement sociétal, désinformation, fake news, des régimes illibéraux qui apparaissent de plus en plus en Europe et aux États-Unis. Bref, l'effondrement est à craindre. On est en janvier, c'est-à-dire avant, encore une fois, toute la fureur, tout le bruit autour de l'épidémie. Bon, le 1 février, on n'est pas encore tout à fait, n'est-ce pas, dans l'épidémie, mais 1000 scientifiques en appellent à la rébellion et à la désobéissance civile face à la crise écologique. Et la crise écologique, c'est pas vous que je vais l'apprendre, elle existe, c'est-à-dire, n'est-ce pas, regardez uniquement, je donne juste un exemple, parce que tout le reste, vous le savez, la réduction de la diversité des espèces, la disparition d'un certain nombre d'espèces, le réchauffement de la planète, etc. Mais prenons un seul exemple très simple. Aujourd'hui, la fonte du permafrost, c'est-à-dire, si vous voulez, la fonte, en quelque sorte, n'est-ce pas, de cette croûte gelée d'une partie de la planète, elle est très importante, et elle n'est pas sans rapport avec ce qui nous arrive, puisque, comme vous le savez, le dégel, en quelque sorte, de cette croûte libère des dizaines, voire des centaines de milliers de virus. C'est-à-dire que, en gros, c'est en train de se produire, si vous voulez, aujourd'hui, qui donne raison au discours que j'appelle discours de l'effondrement. Bon, vous pouvez les appeler discours collapsologiques, si vous voulez, mais là où ils ont parfaitement raison, c'est qu'il y a un certain nombre d'indicateurs qui attestent, si vous voulez, qui atteste de l'imminence d'une catastrophe. Bon, c'est-à-dire que notre futur, c'est l'imminent aujourd'hui. Alors, là où, pour ma part, je mets un bémol, c'est-à-dire que je considère que ces discours de l'effondrement, ces discours collapsologiques, quand bien même ils s'appuient sur un certain nombre d'indicateurs quantitatifs objectifs, ou objectivant en tout cas un certain nombre d'éléments de catastrophe, n'est-ce pas? Ils ne sont que l'expression, la matérialisation d'un effondrement qui a déjà eu lieu et qui est celui de notre capacité à penser le monde autrement que sur la base de principes, on va dire, fondateurs, initiateurs des sociétés thermo-industrielles, qu'on peut appeler, pour aller vite, production, sélection, compétition, et progrès, etc. C'est-à-dire qu'en gros, si vous voulez, nous continuons à fonctionner avec des croyances et des illusions issues du 19e siècle et auxquelles le 20e avait déjà fait objection. Je l'évoque à plusieurs reprises. Il va de soi, si vous voulez, que si on prend quelqu'un que je cite beaucoup, qui est le philosophe Walter Benjamin, il va de soi que la fin du 19e, c'est la Première Guerre mondiale. Pour les historiens, le 19e, il se termine en 1918. Bon, 1918,
ce qui est en train de se produire, c'est qu'on ne peut plus penser le monde d'hier, pour reprendre Stefan Zweig, on ne peut plus penser le monde d'hier, on ne peut plus penser le monde de la sécurité, de la stabilité, on a basculé déjà dans un autre monde. Vous voyez, on peut poursuivre les régimes totalitaires, la Deuxième Guerre mondiale. Bref, on a ce siècle de la peur dont parle, comme vous le savez, Albert Camus en 1946 dans ses éditoriaux de combat qui s'appelle justement le siècle de la peur. Le problème, c'est que aujourd'hui, nous avons fait un pas supplémentaire dans, je dirais, notre incapacité à réviser les catégories de pensée, les catégories morales également, à partir desquelles nous vivons. Aujourd'hui, on continue à penser avec les catégories d'Herbert Spencer, qui, comme vous le savez, institue un darwinisme social, c'est-à-dire il faut qu'il y ait une sélection, ce sont les meilleurs qui gagnent, les premiers de cordée, si vous voulez, sont les meilleurs qui gagnent, et il faut surtout pas que l'État se protège les plus faibles, les plus abattardis, les plus mal en point, parce que c'est empêcher la loi de l'évolution naturelle. Bon, on va dire pour aller vite que la faillite, si vous voulez, des États-providence, qui sont des États, on va dire, préoccupés de protection sociale, cette faillite, elle a amené à ce que soit réinstauré, pas simplement économiquement parlant, pas seulement juridiquement parlant, mais humainement parlant, anthropologiquement parlant, cette façon d'être entre nous fondée sur le concurrentiel. Et là, je pourrais vous prendre l'exemple de l'hôpital, l'exemple de l'université, l'exemple des lycées, tout ce que vous voulez avec les entreprises. Cette idée, n'est-ce pas, la logique austéritaire, c'est cette idée qu'il faut mettre la pression pour que les gens combattent, qu'il y ait une meilleure sélection, n'est-ce pas, avec bien sûr un palmarès de l'excellence. C'est pas vrai. Vous produisez quoi? Vous produisez à la fois des trucs à la 6-4-2, c'est-à-dire au meilleur marché, mais pas la meilleure qualité. Vous produisez du conformisme, parce que les gens s'alignent sur les critères qui leur sont imposés pour répondre en quelque sorte à la demande sociale. C'est-à-dire qu'ils regardent le compteur, ils regardent plus la route, si vous voulez. Donc, ils vont regarder le score de publication ou est-ce que ça rapporte un acte médico-chirurgical à l'hôpital, etc. Donc, là, à mon avis, on marche sur la tête. C'est-à-dire que on fonctionne sur un darwinisme social et encore, Darwin n'avait rien à voir avec Spencer. Hein. C'est presque une injure de parler de darwinisme social puisque, comme vous le savez, Darwin impliqué que même dans l'évolution des espèces, il y avait dans l'espèce humaine l'émergence d'instincts sociaux qui régulaient en quelque sorte ce combat pour la vie, ce qu'on retrouve aussi chez d'autres penseurs et philosophes comme Alfred Fouillé, par exemple, à la même période, c'est-à-dire fin 19e et début 20e. Donc, pour aller vite et pour faire simple, ce qui va pas, c'est ça. Et donc, en quelque sorte, c'est pas étonnant qu'on épuise la planète, puisqu'on épuise déjà les individus. Donc, si vous voulez, ça n'est que, en quelque sorte, l'application à la planète, déjà, de notre manière de penser le meilleur, c'est-à-dire de nous exploiter nous-mêmes. On est auto-entrepreneur et on est auto-exploitateur, ou auto-exploiteur de nous-mêmes, et on exploite les autres de la même manière. Donc, ce qu'il faut voir, c'est ça. C'est-à-dire qu'en gros, si vous voulez, on pourra toujours, bien sûr, le trou dans la couche d'ozone, même si ça s'arrange un peu. On pourra, bien sûr, le réchauffement climatique, bien sûr, la fonte, si vous voulez, des glaciers. Mais le problème fondamental, c'est que dans notre manière de penser, on fait tout faux. On fait tout faux parce qu'on pense avec des notions et des catégories intellectuelle et morale et politique, donc, si vous voulez, de la fin du 19e siècle. Mais justement, quand on écoute aujourd'hui Elon Musk ou Jeff Bezos là, de Amazon, avec leur projet de fuite sur Mars, on a quand même une vision du monde qui admet que tout le monde ne peut pas être sauvé. Est-ce que finalement le néolibéralisme n'a pas accepté l'effondrement de notre civilisation, à votre avis? Mais je crois, si vous voulez, que le néolibéralisme, c'est pas le diable. Le néolibéralisme, c'est le retour d'une certaine manière productiviste et sélective de penser que vous retrouvez déjà dans la deuxième moitié
du 19e siècle ou au début du 20e. C'est pour ça que je parlais d'Herbert Spencer, si vous voulez, et de son darwinisme social. C'est-à-dire, pour faire vite et pour faire simple, ce qui est en train de se produire, c'est que nous nous trouvons à nouveau aujourd'hui confrontés à une contradiction structurale, matricielle, qui est apparue dès la fin du 19e siècle dans ce qu'on peut appeler, pour aller vite, des démocraties libérales. C'est-à-dire à la fois un discours d'un libéralisme philosophique exaltant la liberté, l'émancipation, c'est formidable, c'est les Lumières. 1784, Kant, qu'est-ce que les Lumières? Sors de l'état de minorité dans lequel tu te complètes toi-même, n'est-ce pas? Ne te fie qu'à ta raison critique et à ta loi morale. C'est formidable. Ça va inspirer, comme vous le savez, tous les mouvements de libération, d'émancipation, de révolte de la première moitié du 19e. Ça va inspirer 1848, le printemps des peuples. Le seul problème, c'est que ce discours théorique formidable, philosophique, qui est un discours d'émancipation, il vient se heurter dans la deuxième moitié du 19e, n'est-ce pas? Il vient se heurter aux exigences de la deuxième révolution industrielle qui impliquent des prescriptions sociales, notamment dans les conditions de travail, dans les conditions de vie, qui reposent sur des normes de production et d'organisation du monde qui sont essentiellement des normes tayloristes, à la fois de mise en concurrence des individus et en même temps de segmentation de leur acte professionnel. Vous voyez, le taylorisme, en quelque sorte, évaluer, observer, décomposer les mouvements et ensuite établir quel est le schéma optimal pour être rentable et ensuite le donner comme un protocole que doivent suivre les ouvriers. Comme vous le savez, ce schéma tayloriste, 1911, je crois, d'organisation scientifique du travail, eh bien, il aboutit à un accroissement du rendement individuel, mais en même temps, il a un prix social qui est d'une part, la perte de solidarité, pourrait-on dire, sociale entre les ouvriers, puisque l'évaluation est individuelle, et d'autre part, il a un prix qu'on peut appeler anthropologique, puisque l'ouvrier, n'est-ce pas, se trouve dépossédé de sa capacité de penser, c'est la machine et le protocole qui décident pour lui. Donc, ce que j'appelle une prolétarisation du travail, le prolétaire, c'est pas simplement les conditions matérielles de pauvreté des gens qui travaillent. La prolétarisation, c'est la confiscation par la machine et le mode d'emploi de une possibilité de décider par soi-même et de penser ce que l'on exécute. Eh bien, ce taylorisme, il ne s'applique plus aujourd'hui simplement au monde ouvrier qui doit représenter 8 à 12% des salariés. Aujourd'hui, ce taylorisme, donc vous voyez, c'est l'esprit de ce taylorisme, s'applique partout. Il s'applique à l'université. J'ai été laboratoire de recherche, j'ai été expert dans le domaine de l'université, je connais. Il s'applique à l'hôpital, il s'applique, vous le savez, dans le domaine du journalisme, ça s'appelle la logique d'audimat, n'est-ce pas? Il s'agit d'accroître le logique. Il s'applique dans les lycées, le palmarès des lycées, il s'applique dans les écoles, les fameuses évaluations à la Blanquer, il s'applique partout. Et qu'est-ce qu'il détermine? Eh bien, il détermine une manière de vivre et qui n'est que la matérialisation de cette manière de penser. Le problème, il est là. Donc, je voudrais vraiment insister, c'est que le néolibéralisme, il ne faut pas le voir comme un diable qui nous serait extérieur et qui nous tomberait dessus, tel la vérole sur le clergé, si je peux m'exprimer. Vous voyez, le néolibéralisme, c'est une manière de vivre, de penser le monde, c'est une vision du monde, il y a une métaphysique. C'est pour ça que vous faites une charge assez forte sur la notion de progrès. En fait, vous semblez absolument pas croire en la notion de progrès. Vous dites même que le progrès produit la déchéance. Vous pouvez un peu éclairer votre pensée? Oui, bien volontiers. Bon, disons que, pour être très simple, je dirais à la manière de George Orwell, quand on me parle de progrès, je demande toujours s'il nous rend plus humains ou moins humains. Or, la conception du progrès, telle que nous l'avons élaborée
depuis justement les temps modernes, n'est-ce pas? C'est très important. C'est pas du tout le progrès tel qu'il pouvait être pensé par les anciens, par les antiques et autres. Le progrès des temps modernes, c'est quoi? C'est le développement des techniques, c'est le développement des savoirs, c'est le développement de l'économie. Formidable, tout à fait formidable. C'est-à-dire que, bien évidemment, ces développements-là, il faut les conserver, il faut les préserver. Ils sont essentiels. Mais, là je reprends des choses bien classiques, mais il y a un déséquilibre entre ce développement des techniques et la sagesse de l'humain pour les utiliser. Et c'est ce grand déséquilibre qui est la cause de bien de nos malheurs. Ça, c'est le premier point. Je crois qu'il est incontestable parce que cela, si on avait le temps, n'est-ce pas, on pourrait parler, bien sûr, de la technique. On voit bien comment la technique, n'est-ce pas, est quelque chose de tout à fait formidable, mais en même temps, la technique, elle consiste à prendre un certain nombre de décisions à notre place. Et donc, du coup, n'est-ce pas, regardez même un logiciel, vous mettez le doigt, si j'ose dire, dedans, ça y est, vous y passez tout le reste. Et il va de soi que, en quelque sorte, n'est-ce pas, la technique, elle n'est pas neutre, c'est pas vrai. La technique, elle a une puissance considérable, n'est-ce pas, et l'usage, comme le disait Jacques Ellul, d'ailleurs, un grand philosophe, comme vous savez, de la technique, il disait que le danger, c'était pas la technique, c'était le sacré transféré à la technique. C'est-à-dire que non seulement nous ne sommes pas capables à l'heure actuelle, regardez en nombre de points d'indice, regardez en termes d'impact factor des revues, regardez en termes de tarification à l'activité à l'hôpital, etc. En gros, le soin, c'est ce qui rapporte le plus. C'est pas du tout la prestation artisanale apportée à un patient. Moi, j'ai des laboratoires, je vous l'ai dit, j'étais expert. En gros, ce qui va compter pour une publication, c'est pas le caractère novateur des idées qu'elle transmet, c'est pas forcément la révolution qu'elle va produire en matière de recherche ou de soins, c'est le nombre de points d'indice qu'elle rapporte à un chercheur, à une équipe ou à un laboratoire en fonction du taux de popularité, c'est-à-dire d'impact factor de la revue scientifique. Donc à partir de ce moment-là, si vous voulez, le problème il est là, c'est-à-dire qu'en gros, nous nous sommes laissés en quelque sorte placés dans une situation politique, psychologique, anthropologique, où en adhérant à un certain nombre de dispositifs normatifs, nous nous sommes soumis et nous nous sommes, en somme, laissés aller une servitude, si vous voulez, volontaire. Bon, au sens de la Boétie, bien sûr. Alors, sur le progrès, encore une fois, qui est un point très important, ce que j'essaie de montrer, c'est que le progrès peut constituer l'illusion au nom de quoi on ne change pas. C'est-à-dire que le progrès est une façon de faire l'impasse sur la justice. Le progrès peut être un moyen de faire l'impasse, si vous voulez, sur la réflexion, sur la pensée critique. C'est-à-dire que le progrès, je le défendrai contre sa propagande. C'est-à-dire qu'il y a une propagande du progrès, n'est-ce pas, qui nous fait croire que l'augmentation d'un taux de croissance ou que l'augmentation, n'est-ce pas, on va dire, d'un certain nombre de possibilités techniques constitue un plus pour l'humain. C'est possible. On le voit bien actuellement avec la 5G. Voilà, le débat autour de la 5G, il ne devrait même pas avoir lieu au nom du progrès. Voilà. C'est-à-dire que si vous voulez, le progrès peut être un cache-misère d'un appauvrissement humain, quand bien même il résulte d'un accroissement de performances techniques. Pour moi, le problème, il est là. Donc, si vous voulez, entendez bien que je ne m'en prends pas. Moi, je suis pas du tout technophobe, hein, vous l'avez compris. Je ne m'en prends pas, en quelque sorte, au développement technique, pas davantage au développement économique. J'essaie de montrer que si nous réduisons l'humain à cela, alors nous perdons notre qualité d'animal historique et d'animal social. Le problème, il est là. Or, dans les principes fondateurs des sociétés thermo-industrielles, et on va dire de la civilisation moderne, il y a cette idée que le nouveau, la nouvelle mode, la nouvelle technique, n'est-ce pas,
va en quelque sorte nous apporter le bonheur, et nous sommes là-dessus très naïfs. C'est-à-dire, comme vous le savez dans mon livre, j'ai toute une réflexion sur la question du temps, de la temporalité, de la durée, n'est-ce pas? En gros, nous plaçons le paradis perdu, n'est-ce pas, au bout du chemin de l'avenir. Et nous ratons l'essentiel. Et nous ratons en particulier notre rapport au présent. Alors moi, j'ai beaucoup apprécié dans votre livre votre passage sur le fascisme. Vous dites en gros, on crie au fascisme un peu partout pour éviter de se poser la question ce qui rend ce fascisme possible. Est-ce qu'on peut en déduire qu'actuellement il y a un terreau favorable pour le retour d'une dictature et du fascisme? Et moi, une question que je me pose sans arrêt, c'est est-ce que l'effondrement, finalement, ne va pas accélérer sa venue? Oui, vous avez parfaitement raison. Mais là aussi, il nous faudrait alors 1 heure de débat. Nous ne les avons pas pour bien sûr déblayer un peu cette question. Alors, le premier point, comme vous le savez, je me réfère beaucoup dans le livre, dans celui-là, mais aussi dans les précédents, à la philosophe Simone Veil, pas la ministre, mais la philosophe Simone Veil, n'est-ce pas, que Sartre a appelé la Vierge rouge. Et je me réfère beaucoup à Simone Veil qui dit « Il ne faut pas croire que c'est le fascisme qui détruit les opinions diverses et qui écrase les idées. C'est l'absence d'idées qui produit le fascisme. » Et donc, effectivement, là où je vous rejoins, c'est que si nous sommes dans l'effondrement, pas seulement écologique au sens de la nature, au sens du monde, mais écologique au sens de notre rapport à nous-mêmes et à la nature, si nous sommes effondrés de ce côté-là, ce que nous risquons de voir émerger, c'est soit l'abominable bureaucratie que nous connaissons, ou oligarchie que nous connaissons, ou bien, effectivement, le fascisme, qui n'est d'ailleurs, d'une certaine manière, que la bureaucratisation et l'industrialisation du capitalisme. Donc voilà, voilà pour aller très vite ce que je peux vous dire. Maintenant, un point que nous n'avons pas abordé, mais qui est autour de la question de la temporalité, je crois qu'il faut arrêter de penser que le passé est le passé et qu'il n'existe plus dans le présent. Ça n'est pas vrai. Le passé continue à exister dans le présent, non pas seulement comme trace ou comme vestige, mais comme forme de vie réactualisée. Et vous connaissez sans doute le travail de Johann Chapoutot sur Libre d'obéir, qui fait un rapport généalogique entre Reinhard Hohn, n'est-ce pas, qui était un nazi, et puis ensuite son devenir dans les instituts de formation management. Bon, c'est un travail très intéressant, j'ai beaucoup d'estime pour Chapoutot et pour son travail, mais ce que je voudrais dire simplement, c'est que je crois que nous commençons à peine à découvrir que le nazisme n'est pas mort en 1945, que le nazisme, c'est pas simplement quelques excités, un peu mous de la tête, qui vont cueillir des insignes nazis, défiler ou écrire des saloperies sur les tombes juives. Le nazisme existe comme forme de pensée et n'a jamais cessé d'exister dans les différents courants de pensée du monde. J'ai essayé, dans un livre précédent, je ne vais pas vous donner la liste de mes 30 bouquins, mais qui s'appelle Un monde sans esprit, sur la fabrique des terrorismes, de montrer que le djihadisme, dans sa version, bien sûr, que nous connaissons, c'est-à-dire dans sa version de radicalisme terroriste, n'est-ce pas, et fait partie de ce que j'appelle les théofascismes. C'est-à-dire, c'est aussi, vous voyez, une forme, une résurgence, en quelque sorte, d'un mode de pensée fasciste qui correspond toujours au même problème. C'est-à-dire qu'en gros, quand je dis un monde sans esprit, ça veut dire justement, c'est une citation de Marx, du jeune Marx hegelien, c'est un monde sans esprit, un monde sans cœur, un monde sans âme, un monde désenchanté, un monde désincarné, où ne prévaut qu'une forme de rationalité purement technico-économique. Les gens ont besoin de rêve. Si vous ne leur donnez pas les conditions même du rêve, eh ben,
vous avez des somnambules qui se baladent avec des kalachnikovs. Alors, ça fait une bonne transition sur la suite. Là, sur la dernière partie, j'aimerais avoir votre regard plutôt de psychologue. Justement, quand vous dites que les gens ont besoin de rêves, là, on s'aperçoit que les discours de l'effondrement semblent séduire une frange de la population française. Quand on regarde sa popularité dans les ventes de livres, sur les réseaux sociaux, pourquoi et qu'est-ce que ça dit? Bon, alors, chaque cas est un cas particulier. Je ne vais pas vous faire une psychanalyse collective du succès des livres de développement personnel, n'est-ce pas, ou, si vous voulez, d'écologie, on va dire, de vulgarisation, de grand public, etc. Ça dit simplement que, justement, d'une manière générale, notre culture, elle nous offre pas beaucoup d'horizons. Qu'est-ce qu'elle nous offre? Elle nous offre ce qu'on appelle un actualisme technique ou un actualisme économique, c'est-à-dire, elle nous offre à devenir des machines, ça on n'en a pas parlé, mais c'est un point essentiel, à devenir des machines productrices qui n'ont pas besoin de penser, qui n'ont pas besoin de rêver, c'est ça. La prolétarisation dont je parlais aussi tout à l'heure, n'est-ce pas? Donc, où trouver aujourd'hui, encore une fois, où trouver du rêve, où trouver la possibilité, vous voyez, d'un autre paradigme. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que, en gros, un paradigme où nous ne sommes que des organisations machiniques produisant concurrentiellement par une sélection des meilleurs, en essayant de survivre dans un monde où, contrairement à Taylor, qui donnait un prime au rendement individuel, une prime, si vous voulez, aux meilleurs producteurs pour aller vite de pièces de machines. Aujourd'hui, on vous donne même pas de prime. On vous dit, si tu veux garder ton boulot, tu fais ça. Donc, à partir de ce moment-là, on est dans une opération de survie. Et en plus, vous le savez, je veux dire que le rapport de Levoix a été très clair là-dessus. Il y a une perte de confiance dans le politique, il y a une perte de confiance en l'avenir, avec cette pensée que ça ne pourra aller que plus mal et que l'avenir de nos enfants sera pire que le nôtre et que l'ascension sociale s'est terminée. Bon, bref, tout un discours de déploration au niveau du monde, n'est-ce pas? Il est là aussi le catastrophisme. Vous voyez, il est là aussi l'effondrement. C'est pas seulement, encore une fois, la disparition d'espèces ou la réduction de la diversité des espèces ou le trou de bouche d'ozone ou le permafrost. L'effondrement, il est aussi que quand vous pensez l'avenir, vous ne le voyez pas trop en termes d'espoir, en termes d'utopie, en termes de lendemain qui chante, ni pour vous, ni pour vos enfants. Mais est-ce que vous pensez comme Gaël Giraud qui trouve que en fait les collapsologues ils ont tort de parler d'effondrement parce que ça paralyse les gens? Pour moi, ils ont tort de parler de l'effondrement à venir parce qu'il a déjà eu lieu. N'oubliez pas que c'est le titre de mon bouquin. Alors, il faut quand même que je vous dise un mot sur pourquoi l'effondrement a déjà eu lieu, puisque vous m'interrogez sur ma pratique psychanalytique, si j'ose dire. Bon, en psychanalyse, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui vivent dans la peur d'une catastrophe imminente, peur d'une perte, peur d'un deuil, peur, si vous voulez, du vide, peur du chômage, mais peur de la mort, mais de manière énorme, pas simplement comme tout un humain qui sait que, bien sûr, il est périssable. Bon, l'humain est une denrée périssable, c'est pas un scoop. Hein. Bon, non, c'est vraiment une obsession. Et ce qu'a montré la psychanalyse, n'est-ce pas, des patients avec lesquels nous travaillons, c'est que souvent, cette peur d'une catastrophe n'est que la réminiscence d'une catastrophe qui a déjà eu lieu dans le passé, dont le patient peut avoir le souvenir, un accident, un grave pendant l'enfance, un acte de terrorisme, de guerre, ou bien une grave maladie, mais il n'a pas pu métaboliser ce traumatisme. Vous voyez, je reviens. Pour moi, n'oubliez pas que traumatisme, ça vient de trauma, blessure. Et je parle beaucoup là-dessus. La catastrophe, c'est le traumatisme reçu par un organisme qui n'est pas en mesure de le gérer, de le traiter, de le métaboliser. Donc, il n'a pas pu s'y préparer et donc, il s'effondre. D'accord? Donc, je reviens à l'histoire de l'angoisse de la mort
l'angoisse de la catastrophe, la crainte de l'effondrement, la crainte du vide. Donc c'est souvent des choses dont souvent les patients ont le souvenir. Ils savent qu'il y a eu un accident de voiture quand ils étaient petits, ils ont eu les parents blessés, l'hôpital, etc., ou bien un acte de terrorisme, ou un acte de guerre, ou une grave maladie, etc. Mais ils n'étaient pas psychiquement en mesure de pouvoir être préparés à ce choc et de pouvoir le métaboliser, de pouvoir le digérer. Est-ce que je suis clair? Et du coup, ils ne savent pas que le traumatisme dont ils ont peur, comme événement à venir, n'est que la réminiscence d'un traumatisme du passé qu'ils ont vécu sans pouvoir l'intégrer. Et ça, c'est très net. Par exemple, on travaille un peu sur les traumatismes de guerre civile et autres, où des choses abominables se passent, que les gens savent, ils les connaissent, mais ils n'ont pas pu, ils n'étaient pas en mesure psychiquement de pouvoir, si vous voulez, les digérer, les intégrer, les liquider dans le tissu psychique. C'est resté comme quelque chose d'encapsulé. Mais au lieu, en quelque sorte, de se rappeler que la peur qu'ils éprouvent n'est pas la peur de quelque chose qui va venir, mais de quelque chose qui a eu lieu, ils le projettent comme, n'est-ce pas, le risque imminent de cette catastrophe. Et donc, pour moi, si vous voulez, par rapport à ce que dit Gaël Giraud, pour moi, là où les discours de l'effondrement, en quelque sorte, ou de collapsologie, ne sont pas satisfaisants, c'est qu'ils insistent beaucoup sur la peur, ou en tout cas la crainte de voir s'effondrer un certain nombre de structures, à commencer par la structure sociale. C'est quand même de ça dont il faudrait qu'on parle, parce que, encore une fois, que ce soit la peste, que ce soit la crise économique, le réchauffement climatique, ce qui va compter, c'est la capacité sociale d'une collectivité à y faire face. Vous voyez ? Et donc, l'erreur, pour moi, de la collapsologie, c'est qu'ils insistent sur les effondrements à venir, mais ils n'analysent pas que cet effondrement a déjà eu lieu, et c'est celui dont je parle dans mon livre. Pendant la période du Covid, il y a une scène qui m'a marqué. Jean-François Delfraissy, le président du conseil scientifique qui égrenait chaque soir la situation en France à la télévision. Et à un moment, il a dû répondre à une question qui était pourquoi vous n'avez pas réagi plus tôt? Et sa réponse a été pour moi frappante. Il a dit écoutez, on savait ce qui se passait dans les hôpitaux en Italie, on avait les chiffres de ce qui se passait en Italie et on n'arrivait pas à se dire que ça pouvait arriver en France. Et moi, c'est exactement ce que je vois dans la tête des gens qui parlent du réchauffement climatique, de la biodiversité. Il y a une forme de déni. Tout à fait. C'est ça. Tout à fait. Alors ça, c'est aussi un point important que je travaille, si vous vous souvenez, dans mon ouvrage, c'est la question du déni. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que nous continuons à avancer sur un sol qui n'existe plus? Pourquoi est-ce que nous continuons à produire, n'est-ce pas, du social et du politique, et de l'économique et de l'écologique sur des critères obsolètes, dépassés? Pourquoi? Parce que nous refusons d'admettre, de faire le deuil que ces critères ne sont plus valables. C'est-à-dire que nous refusons, si vous voulez, nous nous empêchons de penser la perte de substances produites par cet effondrement de cette manière de penser. Je ne sais pas si je suis clair. Donc, nous sommes dans le déni. Nous sommes dans le déni et en gros, nous disons, bon, on sait bien que... moi, j'ai entendu combien de fois à l'université. On sait bien que le classement de Shanghai, c'est pipeau. On sait bien que la concurrence des services, n'est-ce pas, ça fait pas les meilleurs services. Mais quand même, comme on n'a pas autre chose, on continue sur ces critères-là. On sait bien que les évaluations vont produire quoi? Les évaluations vont produire le testing des enfants dans leur capacité de répondre à des questions. Ça ne va absolument pas évaluer la capacité de l'enfant à acquérir un savoir et à l'utiliser. Mais quand même, on continue. Donc pour moi, le déni, il est là. Le déni, il est dans le refus de reconnaître
une perte qui a déjà eu lieu. Cette perte, c'est la perte de nos repères, de nos manières de penser qui datent du siècle dernier. Autre question, parce que je fréquente beaucoup de gens qui sont quand même un peu déprimés. Que dire à quelqu'un qui est atteint de solastalgie? Vous faites allusion à un ouvrage qui est paru chez le même éditeur que moi d'ailleurs, hein, sur la souffrance, je dirais, de la perte de contact avec le sol. Bon. D'abord, je les déprimerai un peu plus en leur disant que cette perte de substance, c'est pas simplement avec le sol ou avec la sensation, c'est avec eux-mêmes et avec les autres. C'est-à-dire que nous avons agi, c'est une souffrance, nous avons une souffrance, n'est-ce pas, de ne pouvoir nous appuyer sur un sol solide. Alors, la nostalgie, c'est pas pareil. C'est étymologiquement le sol que nous avons quitté où nous sommes nés pour aller vite. Celui-là, nous l'avons connu. Là, le problème, c'est que le sol que nous avons quitté, il n'existe plus. Il ne tient plus la route. C'est des ruines pour essayer de penser le monde et penser nous-mêmes. Vous voyez. Et ce qui est un peu rassurant, c'est que malgré tous les dénis, on pourra dire un mot encore du déni si vous voulez, mais malgré tous les dénis, malgré tout ce que nous, psychanalystes, nous appelons la compulsion maniaque, vous voyez, c'est l'excitation pour ne pas penser à la tristesse. Eh ben, nous sommes aujourd'hui quelques-uns, de plus en plus nombreux, à, je dirais, accepter cette perte, accepter cette dépression, accepter cette tristesse, et que nous essayons, d'une manière ou d'une autre, par la parole, par la transmission, par l'échange. Donc je veux dire que le besoin que nous avons d'aimer, le besoin que nous avons de l'amitié, le besoin que nous avons de prendre soin de soi et des autres, ça fait partie, je dirais, des espoirs que nous pouvons avoir. Moi, je prône un effondrement heureux. Donc, vous savez ce que dit Walter Benjamin? Je termine toujours par cette phrase que je trouve assez extraordinaire, parce qu'elle nous dit bien l'importance de l'amitié, de l'amour, de la politique et de l'œuvre d'art quand même. Elle nous dit dépasser la négativité du monde par le désespoir de notre imagination. Ça va bien avec mes deux dernières questions qui sont des questions plus personnelles. Je voulais savoir si vous, l'effondrement, donc je comprends que vous l'avez acté, est-ce que vous êtes plutôt optimiste, pessimiste, ça vous inquiète, ça vous ronge? Vous vous positionnez comment vous en tant qu'être humain? Écoutez, comme je vous ai dit que j'étais pas technophobe, mais je suis pas davantage technoprophète, j'essaie d'avoir un rapport mesuré aux choses, autant que je le peux, parce que je suis un latin passionné, donc la mesure n'est pas toujours pour moi la chose la plus évidente. Je fais ce que je peux avec ce que je suis, et peut-être j'ai la chance d'être entouré aussi par ma famille et mes amis, et ce partage du monde, je crois que c'est une chance extraordinaire. Par contre, je ne fais pas trop d'illusions sur les traumatismes qui nous attendent. Je pense qu'il faut s'y préparer et que ce serait mieux de s'y préparer ensemble de manière à pouvoir amortir et gérer les chocs. Eh bien, écoutez, un grand merci pour ce moment. Merci à vous de m'avoir accordé. Vraiment à lire votre livre que je mettrai en lien. Et puis, au plaisir de vous recroiser un de ces jours. D'accord. Merci. Bonne soirée.